Chapitre 5. L'automne était venu. Les Duroy avaient passé à Paris tout l'été, menant une campagne énergique dans la vie française en faveur du nouveau cabinet pendant les courtes vacances des députés. Quoiqu'on fût seulement dans les premiers jours d'octobre, les chambres allaient reprendre leurs séances car les affaires du Maroc devenaient menaçantes. Personne, au fond, ne croyait à une expédition vers Tanger, bien que, le jour de la séparation du Parlement, un député de la droite, le comte de Lambert-Sarrazin, dans un discours plein d'esprit, applaudi même par les centres, eût offert de parier et de donner en gage sa moustache, comme avait fait jadis un célèbre vice-roi des Indes, contre les favoris du chef du Conseil, que le nouveau cabinet ne se pourrait tenir d'imiter l'ancien et d'envoyer une armée à Tanger, en pendant à celle de Tunis, par amour de la symétrie comme on met deux vases sur une cheminée. Il avait ajouté « La terre d'Afrique est en effet une cheminée pour la France, messieurs. Une cheminée qui brûle notre meilleur bois, une cheminée à grand tirage qu'on allume avec le papier de la banque. Vous vous êtes offert la fantaisie artiste d'orner l'angle de gauche d'un bibelot tunisien, qui vous coûte cher. Vous verrez que M. Marot va vouloir imiter son prédécesseur et orner l'angle de droite avec un bibelot marocain. » Ce discours, demeuré célèbre, avait servi de thème à Duroy pour 10 articles sur la colonie algérienne, pour toute sa série ininterrompue lors de ses débuts au journal, et il avait soutenu énergiquement l'idée d'une expédition militaire, bien qu'il fût convaincu qu'elle n'aurait pas lieu. Il avait fait vibrer la corde patriotique et bombardé l'Espagne avec tout l'arsenal d'arguments méprisants qu'on emploie contre les peuples dont les intérêts sont contraires aux vôtres. La vie française avait gagné une importance considérable à ses attaches connues avec le pouvoir. Elle donnait, avant les feuilles les plus sérieuses, les nouvelles politiques, indiquait par des nuances les intentions des ministres, ses amis. Et tous les journaux de Paris et de la province cherchaient chez elle leurs informations. On la citait, on la redoutait, on commençait à la respecter. Ce n'était plus l'organe suspect d'un groupe de tripoteurs politiques, mais l'organe avoué du cabinet. La Roche-Mathieu était l'âme du journal et Duroy son porte-voix. Le père Walter, député muet et directeur cauteleux, sachant s'effacer, s'occupait dans l'ombre, disait-on, d'une grosse affaire de mine de cuivre au Maroc. Le salon de Madeleine était devenu un centre influent où se réunissaient chaque semaine plusieurs membres du cabinet. Le président du conseil avait même dîné 2 fois chez elle. Et les femmes des hommes d'État, qui hésitaient autrefois à franchir sa porte, se vantaient à présent d'être ses amies, lui faisant plus de visites qu'elle n'en recevait d'elle. Le ministre des Affaires étrangères régnait presque en maître dans la maison. Il y venait à toute heure, apportant des dépêches, des renseignements, des informations qu'il dictait soit au mari, soit à la femme, comme s'ils eussent été ses secrétaires. Quand Duroy, après le départ du ministre, demeurait seul en face de Madeleine, il s'emportait avec des menaces dans la voix et des insinuations perfides dans les paroles contre les allures de ce médiocre parvenu. Mais elle haussait les épaules avec mépris, répétant « Fais-en autant que lui, toi, deviens ministre, et tu pourras faire ta tête. Jusque-là, tais-toi. » Il frisait sa moustache en la regardant de côté. « On ne sait pas de quoi je suis capable, disait-il, on l'apprendra peut-être un jour. » Elle répondait avec philosophie « Qui vivra verra. » Le matin de la rentrée des chambres, la jeune femme, encore au lit, faisait 1000 recommandations à son mari qui s'habillait afin d'aller déjeuner chez M. Laroche-Mathieu et de recevoir ses instructions avant la séance pour l'article politique du lendemain dans la vie française. Cet article devant être une sorte de déclaration officieuse des projets réels du cabinet. Madeleine disait « Surtout, n'oublie pas de lui demander si le général Belloncle est envoyé à Oran, comme il en était question. Cela aurait une grande signification. » Georges, nerveux, répondit « Mais je sais aussi bien que toi ce que j'ai à faire. Fiche-moi la paix avec tes rabâchages. » Elle reprit tranquillement « Mon cher, tu oublies toujours la moitié des commissions dont je te charge pour le ministre. » Il grogna « Il m'embête, ton ministre, à la fin. C'est un serin. » Elle dit avec calme « Ce n'est pas plus mon ministre que le tien. Il t'est plus utile qu'à moi. » Il s'était tourné un peu vers elle en ricanant. « Pardon, il ne me fait pas la cour, à moi. » Elle déclara lentement. « À moi non plus, d'ailleurs, mais il fait notre fortune. » Il se tut, puis, après quelques instants. « Si j'avais à choisir parmi tes adorateurs, j'aimerais encore mieux cette vieille ganache de Vaudrec.
Qu'est-ce qu'il devient, celui-là? Je ne l'ai pas vu depuis 8 jours. Elle répliqua sans s'émouvoir. Il est souffrant, il m'a écrit qu'il garderait même le lit avec une attaque de goutte. Tu devrais passer prendre de ses nouvelles. Tu sais qu'il t'aime beaucoup, et cela lui ferait plaisir. Georges répondit. Oui, certainement, j'irai tantôt. Il avait achevé sa toilette, et son chapeau sur la tête, il cherchait s'il n'avait rien négligé. N'ayant rien trouvé, il s'approcha du lit, embrassa sa femme sur le front. À tantôt, ma chérie, je ne serai pas rentré avant 7 heures au plus tôt. Et il sortit. Monsieur Laroche-Mathieu l'attendait, car il déjeunait à 10 heures ce jour-là. Le conseil devant se réunir à midi, avant la réouverture du Parlement. Dès qu'ils furent à table, seul avec le secrétaire particulier du ministre, madame Laroche-Mathieu n'ayant pas voulu changer l'heure de son repas, Duroy parla de son article, il en indiqua la ligne, consultant ses notes griffonnées sur des cartes de visite. Puis, quand il eut fini, « Voyez-vous quelque chose à modifier, mon cher ministre ?»« Fort peu, mon cher ami. Vous êtes peut-être un peu trop affirmatif dans l'affaire du Maroc. Parlez de l'expédition comme si elle devait avoir lieu, mais en laissant bien entendre qu'elle n'aura pas lieu, et que vous n'y croyez pas le moins du monde. Faites que le public lise bien entre les lignes, et que nous n'irons pas nous fourrer dans cette aventure. Parfaitement, j'ai compris, et je me ferai bien comprendre. Ma femme m'a chargé de vous demander à ce sujet si le général Bel-Oncle serait envoyé à Oran. Après ce que vous venez de dire, je conclus que non. L'homme d'État répondit non. Puis on causa de la session qui s'ouvrait. Laroche-Mathieu se mit à pérorer, préparant l'effet des phrases qu'il allait répandre sur ses collègues quelques heures plus tard. Il agitait sa main droite, levant en l'air tantôt sa fourchette, tantôt son couteau, tantôt une bouchée de pain, et, sans regarder personne, s'adressant à l'assemblée invisible, il expectorait son éloquence liquoreuse de beau garçon bien coiffé. Une très petite moustache roulée redressait sur sa lèvre 2 pointes pareilles à des queues de scorpion, et ses cheveux huilés de brillantine, séparés au milieu du front, arrondissaient sur ses tempes 2 bandeaux de bellâtre provincial. Il était un peu trop gras, un peu bouffi, bien que jeune. Le ventre tendait son gilet. Le secrétaire particulier mangeait et buvait tranquillement, accoutumé sans doute à ses douches de faconde. Mais Duroy, que la jalousie du succès obtenu mordait au cœur, songeait. Va donc, ganache, quel crétin que ces hommes politiques. Et comparant sa valeur à lui, à l'importance bavarde de ce ministre, il se disait Cristi, si j'avais seulement 100 000 francs nets pour me présenter à la députation dans mon beau pays de Rouen, pour rouler dans la pâte de leur grosse malice mes braves Normands finauds et lourdeaux, quel homme d'État je ferais à côté de ces polissons imprévoyants. Jusqu'au café, M. Laroche-Mathieu parla, puis, ayant vu qu'il était tard, il sonna pour qu'on fît avancer son coupé, et, tendant la main au journaliste, « C'est bien compris, mon cher ami ?»« Parfaitement, mon cher ministre, comptez sur moi. » Et Duroy s'en alla tout doucement vers le journal pour commencer son article, car il n'avait rien à faire jusqu'à 4 heures. À 4 heures, il devait retrouver rue de Constantinople Madame de Marelle, qu'il y voyait toujours régulièrement, 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Mais en rentrant de la rédaction, on lui remit une dépêche fermée. Elle était de Madame Walter et disait « Il faut absolument que je te parle aujourd'hui, c'est très grave, très grave. Attends-moi à 2 heures, rue de Constantinople, je peux te rendre un grand service. Ton amie jusqu'à la mort, Virginie. » Il jura « Oh nom de Dieu, quel crampon !» Et, saisi par un excès de mauvaise humeur, il ressortit aussitôt, trop irrité pour travailler. Depuis 6 semaines, il essayait de rompre avec elle sans parvenir à lasser son attachement acharné. Elle avait eu, après sa chute, un accès de remords épouvantable et, dans 3 rendez-vous successifs, avait accablé son amant de reproches et de malédictions. Ennuyé de ces scènes et déjà rassasié de cette femme mûre et dramatique, il s'était simplement éloigné, espérant que l'aventure serait finie de cette façon. Mais alors, elle s'était accrochée à lui éperdument, se jetant dans cet amour comme on se jette dans une rivière avec une pierre au cou. Il s'était laissé reprendre, par faiblesse, par complaisance, par égard, et elle l'avait emprisonné dans une passion effrénée et fatigante. Elle l'avait persécuté de sa tendresse. Elle voulait le voir tous les jours, l'appelait à tout moment par des télégrammes, pour des rencontres rapides au coin des rues, dans un magasin, dans un jardin public. Elle lui répétait alors, en quelques phrases, toujours les mêmes, qu'elle l'adorait et l'idolâtrait, puis elle le quittait en lui jurant qu'elle était bien heureuse de l'avoir vu.
Elle se montrait tout autre qu'il ne l'avait rêvé, essayant de le séduire avec des grâces puériles, des enfantillages d'amour ridicules à son âge. Étant demeurée jusque-là strictement honnête, vierge de cœur, fermée à tout sentiment, ignorante de toute sensualité, s'avait été tout à un coup chez cette femme sage, dont la quarantaine tranquille semblait un automne pâle après un été froid, ça avait été une sorte de printemps fané, plein de petites fleurs mal assorties et de bourgeons avortés, une étrange éclosion d'amour de fillette, d'amour tardifs, ardents et naïfs, fait d'élans imprévus, de petits cris de 16 ans, de cajoleries embarrassantes, de grâces vieillies sans avoir été jeunes. Elle lui écrivait 10 lettres en un jour, des lettres niaisement folles, d'un style bizarre, poétique et risible, orné comme celui des Indiens, plein de noms de bêtes et d'oiseaux. Dès qu'ils étaient seuls, elle l'embrassait avec des gentillesses lourdes de grosses gamines, des mous de lèvres un peu grotesques, des sauteries qui secouaient sa poitrine trop pesante sous l'étoffe du corsage. Il était surtout écœuré de l'entendre dire « Mon rat, mon chien, mon chat, mon bijou, mon oiseau bleu, mon trésor » et de la voir s'offrir à lui chaque fois avec une petite comédie de pudeur enfantine, de petits mouvements de crainte qu'elle jugeait gentils et de petits jeux de pensionnaire dépravés. Elle demandait « À qui cette bouche-là » et quand il ne répondait pas tout de suite « C'est à moi », elle insistait jusqu'à le faire pâlir d'énervement. Elle aurait dû sentir, lui semblait-il, qu'il faut en amour un tact, une adresse, une prudence et une justesse extrême, que, s'étant donnée à lui, elle, mûre, mère de famille, femme du monde, elle devait se livrer gravement avec une sorte d'emportement contenu, sévère, avec des larmes peut-être, mais avec des larmes de Didon, non plus celles de Juliette. Elle lui répétait sans cesse « Comme je t'aime, mon petit, m'aimes-tu autant ? Dis, mon bébé !» Elle ne pouvait plus l'entendre prononcer « mon petit » ni « mon bébé » sans avoir envie de l'appeler « ma vieille ». Elle lui disait « Quelle folie j'ai faite de te céder, mais je ne le regrette pas. C'est si bon d'aimer. » Tout cela semblait à Georges irritant dans cette bouche. Elle murmurait « C'est si bon d'aimer », comme l'aurait fait une ingénue au théâtre. Et puis elle l'exaspérait par la maladresse de sa caresse. Devenue soudain sensuelle sous le baiser de ce beau garçon qui avait si fort allumé son sang, elle apportait dans son étreinte une ardeur inhabile et une application sérieuse qui donnait à rire à Duroy et le faisait songer au vieillard qui essaye d'apprendre à lire. Et quand elle aurait dû le meurtrir dans ses bras en le regardant ardemment de cet œil profond et terrible qu'ont certaines femmes défraîchies, superbes en leur dernier amour, quand elle aurait dû le mordre de sa bouche muette et frissonnante en l'écrasant sous sa chair épaisse et chaude, fatiguée mais insatiable, elle se trémoussait comme une gamine et zézayait pour être gracieuse. « T'aimes tant, mon petit, t'aimes tant, fais un beau amour à ta petite femme. » Il avait alors une envie folle de jurer, de prendre son chapeau et de partir en tapant la porte. Il s'était vu souvent, dans les premiers temps, rue de Constantinople, mais Duroy, qui redoutait une rencontre avec madame de Marelle, trouvait 1000 prétextes maintenant pour se refuser à ses rendez-vous. Il avait dû alors venir presque tous les jours chez elle, tantôt déjeuner, tantôt dîner. Elle lui serrait la main sous la table, lui tendait sa bouche derrière les portes. Mais lui s'amusait surtout à jouer avec Suzanne, qui l'égayait par ses drôleries. Dans son corps de poupée s'agitait un esprit agile et malin, imprévu et sournois, qui faisait toujours la parade comme une marionnette de foire. Elle se moquait de tout et de tout le monde avec un à-propos mordant. Georges excitait sa verve, la poussait à l'ironie, et ils s'entendaient à merveille. Elle l'appelait à tout instant « Écoutez, belle amie, venez ici, belle amie !» Il quittait aussitôt la maman pour courir à la fillette qui lui murmurait quelques méchancetés dans l'oreille, et ils riaient de tout leur cœur. Cependant, dégoûté de l'amour de la mère, il en arrivait à une insurmontable répugnance. Il ne pouvait plus la voir, ni l'entendre, ni penser à elle sans colère. Il cessa donc d'aller chez elle, de répondre à ses lettres et de céder à ses appels. Elle comprit enfin qu'il ne l'aimait plus, et souffrit horriblement. Mais elle s'acharna, l'épia, le suivit, l'attendit dans un fiacre au store baissé à la porte du journal, à la porte de sa maison, dans les rues où elle espérait qu'il passerait. Il avait envie de la maltraiter, de l'injurier, de la frapper, de lui dire nettement «
Zut, j'en ai assez, vous m'embêtez. Mais il gardait toujours quelques ménagements à cause de la vie française. Et il tâchait, à force de roideur, de dureté enveloppée d'égards et même de paroles rudes par moments, de lui faire comprendre qu'il fallait bien que cela finît. Elle s'entêtait surtout à chercher des ruses pour l'attirer rue de Constantinople, et il tremblait sans cesse que les deux femmes ne se trouvassent un jour, nez à nez à la porte. Son affection pour madame de Marelle, au contraire, avait grandi pendant l'été. Il l'appelait son gamin, et décidément, elle lui plaisait. Leurs deux natures avaient des crochets pareils. Ils étaient bien, l'un et l'autre, de la race aventureuse des vagabonds de la vie, de ces vagabonds mondains qui ressemblent fort, sans s'en douter, aux bohèmes des grandes routes. Ils avaient eu un été d'amour charmant, un été d'étudiants qui font la noce, s'échappant pour aller déjeuner ou dîner à Argenteuil, à Bougival, à Maison, à Poissy, passant des heures dans un bateau à cueillir des fleurs le long des berges. Elle adorait les fritures de Seine, les gibelottes et les matelotes, les tonnelles des cabarets et les cris des canotiers. Il aimait partir avec elle, par un jour clair, sur l'impériale d'un train de banlieue et traverser en disant des bêtises gaies la vilaine campagne de Paris où bourgeonnent d'affreux chalets bourgeois. Et, quand il lui fallait rentrer pour dîner chez madame Walter, il haïssait la vieille maîtresse acharnée, en souvenir de la jeune qu'il venait de quitter, et qui avait défloré ses désirs et moissonné son ardeur dans les herbes du bord de l'eau. Il se croyait enfin à peu près délivré de la patronne, à qui il avait exprimé d'une façon claire, presque brutale, sa résolution de rompre, quand il reçut au journal le télégramme l'appelant à 2 heures rue de Constantinople. Il le relisait en marchant. « Il faut absolument que je te parle aujourd'hui, c'est très grave, très grave. Attends-moi à 2 heures rue de Constantinople. Je peux te rendre un grand service. Ton amie jusqu'à la mort, Virginie. » Il pensait. Qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette vieille chouette? Je parie qu'elle n'a rien à me dire. Elle va me répéter qu'elle m'adore. Ah, pourtant, il faut voir. Elle parle d'une chose très grave et d'un grand service. C'est peut-être vrai. Et Clotilde qui vient à 4 heures. Ah, il faut que j'expédie la première à 3 heures au plus tard. Sacristi, pourvu qu'elles ne se rencontrent pas. Quelle rosse que les femmes! Et il songea qu'en effet la sienne était la seule qui ne le tourmentait jamais. Elle vivait de son côté et elle avait l'air de l'aimer beaucoup aux heures destinées à l'amour, car elle n'admettait pas qu'on dérangeât l'ordre immuable des occupations ordinaires de la vie. Il allait à pas lents vers son logis de rendez-vous, s'excitant mentalement contre la patronne. « Ah, je vais la recevoir d'une jolie façon si elle n'a rien à me dire. Le français de Cambronne sera académique auprès du mien. Et je lui déclare que je ne me fiche plus les pieds chez elle d'abord. » Et il entra pour attendre madame Walter. Elle arriva presque aussitôt, et dès qu'elle l'eut aperçu, « Ah, tu as reçu ma dépêche, quelle chance !» Il avait pris un visage méchant. « Parbleu, je l'ai trouvé au journal, au moment où je partais pour la chambre. Qu'est-ce que tu me veux encore ?» Elle avait relevé sa voilette pour l'embrasser, et elle s'approchait avec un air craintif et soumis de chienne souvent battue. « Comme tu es cruelle pour moi, comme tu me parles durement. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne te figures pas comme je souffre par toi. » Il grogna. « Tu ne vas pas recommencer ?» Elle était debout tout près de lui, attendant un sourire, un geste pour se jeter dans ses bras. Elle murmura. « Il ne fallait pas me prendre pour me traiter ainsi. Il fallait me laisser sage et heureuse comme j'étais. Te rappelles-tu ce que tu me disais dans l'église? Et comme tu m'as fait entrer de force dans cette maison? Et voilà maintenant comment tu me parles? Comment tu me reçois? Oh mon Dieu, que tu me fais mal !» Il frappa du pied et violemment. « Ah, mais zut, en voilà assez! Je ne peux pas te voir une minute sans entendre cette chanson-là. On dirait vraiment que je t'ai prise à 12 ans et que tu étais ignorante comme un ange. Non, ma chère, rétablissons les faits. Il n'y a pas eu détournement de mineur. Tu t'es donnée à moi, en plein âge de raison. Je t'en remercie et je t'en suis intimement reconnaissant, mais je ne suis pas tenu d'être attaché à ta jupe jusqu'à la mort. Tu as un mari et j'ai une femme. Nous ne sommes libres ni l'un ni l'autre. Nous nous sommes offert un caprice, ni vu ni connu, c'est fini. » Elle dit. « Oh, que tu es brutal, que tu es grossier, que tu es infâme. Non, je n'étais plus une jeune fille, mais je n'avais jamais aimé, jamais failli. » Il lui coupa la parole. « Tu me l'as répété 20 fois, je le sais, mais tu avais eu 2 enfants, je ne t'ai donc pas défloré. » Elle recula. « Oh, Georges, c'est indigne !»
et, portant ses 2 mains à sa poitrine, elle commença à suffoquer avec des sanglots qui lui montaient à la gorge. Quand il vit les larmes arriver, il prit son chapeau sur le coin de la cheminée. « Ah, tu vas pleurer. Alors bonsoir. C'est pour cette représentation-là que tu m'avais fait venir ?» Elle fit un pas afin de lui barrer la route, et, tirant vivement un mouchoir de sa poche, s'essuya les yeux d'un geste brusque. Sa voix s'affermit sous l'effet de sa volonté, et elle dit, interrompue par un chevrotement de douleur. « Non, je suis venue pour te donner une nouvelle politique, pour te donner le moyen de gagner 50 000 francs, ou même plus, si tu veux. » Il demanda, adouci tout à coup. « Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai surpris par hasard hier soir quelques mots de mon mari et de Laroche. Il ne se cachait pas beaucoup devant moi, d'ailleurs. Mais Walter recommandait au ministre de ne pas te mettre dans le secret parce que tu dévoilerais tout. Duroy avait reposé son chapeau sur une chaise. Il attendait, très attentif. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ils vont s'emparer du Maroc. Allons donc. J'ai déjeuné avec Laroche qui m'a presque dicté les intentions du cabinet. Non, mon chéri, ils t'ont joué parce qu'ils ont peur qu'on connaisse leur combinaison. Assieds-toi, dit Georges, et il s'assit lui-même sur un fauteuil. Alors elle attira par terre un petit tabouret et s'accroupit dessus entre les jambes du jeune homme. Elle reprit d'une voix câline. Comme je pense toujours à toi, je fais attention maintenant à tout ce qu'on chuchote autour de moi. Et elle se mit, doucement, à lui expliquer comment elle avait deviné depuis quelque temps qu'on préparait quelque chose à son insu, qu'on se servait de lui en redoutant son concours. Elle disait « Tu sais, quand on aime, on devient rusé. » Enfin, la veille, elle avait compris. C'était une grosse affaire, une très grosse affaire préparée dans l'ombre. Elle souriait maintenant, heureuse de son adresse. Elle s'exaltait, parlant en femme de financier, habituée à voir machiner les coups de bourse, les évolutions des valeurs, les accès de hausse et de baisse, ruinant en 2 heures de spéculation des milliers de petits bourgeois, de petits rentiers, qui ont placé leurs économies sur des fonds garantis par des noms d'hommes honorés, respectés, hommes politiques ou hommes de banque. Elle répétait « Oh, mais c'est très fort ce qu'ils t'ont fait, hein, très fort. C'est Walter qui a tout mené d'ailleurs, et il s'y entend, vraiment, c'est de premier ordre. » Il s'impatientait de ces préparations. « Voyons, dis vite. » Eh bien voilà. L'expédition de Tanger était décidée entre eux dès le jour où Laroche a pris les affaires étrangères. Et peu à peu, ils ont racheté tout l'emprunt du Maroc qui était tombé à 64 ou 5 francs. Ils l'ont racheté très habilement, par le moyen d'agents suspects, véreux, qui n'éveillaient aucunement méfiance. Ils ont roulé même les Rothschild, qui s'étonnaient de voir toujours demander du marocain. On leur a répondu en nommant les intermédiaires, tous tarés, tous à la côte. Ça a tranquillisé la grande banque. Et puis, maintenant, on va faire l'expédition, et dès que nous serons là-bas, l'État français garantira la dette. Nos amis auront gagné 50 ou 60 millions. Tu comprends l'affaire ? Tu comprends aussi comme on a peur de tout le monde, peur de la moindre indiscrétion ? Elle avait appuyé sa tête sur le gilet du jeune homme, et les bras posés sur ses jambes, elle se serrait, se collait contre lui, sentant bien qu'elle l'intéressait à présent, prête à tout commettre, pour une caresse, pour un sourire. Il demanda « Tu es bien sûre ?» Elle répondit avec confiance « Oh, je crois bien !» Il déclara « C'est très fort en effet. Quant à ce salaud de Laroche, en voilà un que je repincerai. Ah, le gredin! Qu'il prenne garde à lui! Qu'il prenne garde à lui! Sa carcasse de ministre me restera entre les doigts. » Puis il se mit à réfléchir et murmura « Il faudrait pourtant profiter de ça. »« Tu peux encore acheter de l'emprunt, dit-elle. Il n'est qu'à 72 francs. » Il reprit « Oui, mais je n'ai pas d'argent disponible. » Elle leva les yeux vers lui, des yeux pleins de supplication. « J'y ai pensé, mon chat, et si tu étais bien gentil, si tu m'aimais un peu, tu me laisserais t'en prêter. » Il répondit brusquement, presque durement. « Quant à ça, non, par exemple. » Elle murmura d'une voix implorante. « Écoute, il y a une chose que tu peux faire sans emprunter de l'argent. Je voulais en acheter pour 10 000 francs de cet emprunt, moi, pour me créer une petite cassette. Eh bien, j'en prendrai pour 20 000. Tu te mets de moitié. Tu comprends bien que je ne vais pas rembourser ça à Walter. Il n'y a donc rien à payer pour le moment. Si ça réussit, tu gagnes 70 000 francs. Si ça ne réussit pas, tu me devras 10 000 francs que tu me paieras à ton gré. » Il dit encore
Non, je n'aime guère ces combinaisons-là. Alors, elle raisonna pour le décider. Elle lui prouva qu'il engageait en réalité 10 000 francs sur parole, qu'il courait des risques par conséquent, qu'elle ne lui avançait rien puisque les déboursés étaient faits par la banque Walter. Elle lui démontra en outre que c'était lui qui avait mené dans la vie française toute la campagne politique qui rendait possible cette affaire, qu'il serait bien naïf en n'en profitant pas. Elle hésitait encore. Elle ajouta: mais songe donc qu'en vérité c'est Walter qui te les avance, ces 10 000 francs, et que tu lui as rendu des services qui valent plus que ça. Eh bien, soit, dit-il, je me mets de moitié avec toi. Si nous perdons, je te rembourserai 10 000 francs. Elle fut si contente qu'elle se releva, saisit à 2 mains sa tête et se mit à l'embrasser avidement. Il ne se défendit point d'abord, puis, comme elle s'enhardissait, l'étreignant et le dévorant de caresses, il songea que l'autre allait venir tout à l'heure et que, s'il faiblissait, il perdrait du temps et laisserait au bras de la vieille une ardeur qu'il valait mieux garder pour la jeune. Alors il la repoussa doucement. « Voyons, sois sage, dit-il. Elle le regarda avec des yeux désolés. « Oh, Georges, je ne peux même plus t'embrasser !» Il répondit. « Non, pas aujourd'hui. J'ai un peu de migraine et cela me fait mal. » Alors elle se rassit, docile entre ses jambes, et demanda: « Veux-tu venir dîner demain à la maison ? Quel plaisir tu me ferais !» Il hésita, puis n'osa point refuser. « Mais oui, certainement. »« Merci, mon chéri. » Elle frottait lentement sa joue contre la poitrine du jeune homme, d'un mouvement câlin et régulier, et un de ses longs cheveux noirs se prit dans le gilet. Elle s'en aperçut, et une idée folle lui traversa l'esprit, une de ces idées superstitieuses qui sont souvent toute la raison des femmes. Elle se mit à enrouler tout doucement ce cheveu autour d'un bouton. Puis elle en attacha un autre au bouton suivant, un autre encore à celui du dessus. À chaque bouton, elle en nouait un. Il allait les arracher tout à l'heure en se levant. Il lui ferait mal. Quel bonheur! Et il emporterait quelque chose d'elle sans le savoir. Il emporterait une petite mèche de sa chevelure dont il n'avait jamais demandé. C'était un lien par lequel elle l'attachait, un lien secret, invisible, un talisman qu'elle laissait sur lui. Sans le vouloir, il penserait à elle, il rêverait d'elle, il l'aimerait un peu plus le lendemain. Il dit tout à coup: « Il va falloir que je te quitte parce qu'on m'attend à la chambre pour la fin de la séance. Je ne puis manquer aujourd'hui. » Elle soupira. « Oh, déjà ?» Puis, résignée: « Va, mon chéri, mais tu viendras dîner demain. » Et brusquement, elle s'écarta. Ce fut sur sa tête une douleur courte et vive, comme si on lui eût piqué la peau avec des aiguilles. Son cœur battait. Elle était contente d'avoir souffert un peu par lui. « Adieu, » dit-elle. Il la prit dans ses bras avec un sourire compatissant et lui baisa les yeux froidement. Mais elle, affolée par ce contact, murmura encore une fois: « Déjà !» Et son regard suppliant montrait la chambre dont la porte était ouverte. Il l'éloigna de lui, et d'un ton pressé: « Il faut que je me sauve, je vais arriver en retard. » Alors elle lui tendit ses lèvres qu'il effleura à peine, et lui ayant donné son ombrelle qu'elle oubliait, il reprit: « Allons, allons, dépêchons-nous, il est plus de 3 heures. » Elle sortit devant lui, elle répétait: « Demain, 7 heures. » Il répondit: « Demain, 7 heures. » Ils se séparèrent. Elle tourna à droite et lui à gauche. Duroy remonta jusqu'au boulevard extérieur, puis il redescendit le boulevard Malherbe qu'il se mit à suivre à pas lents. En passant devant un pâtissier, il aperçut des marrons glacés dans une coupe de cristal, et il pensa: « Je vais en rapporter une livre pour Clotilde. » Il acheta un sac de ces fruits sucrés qu'elle aimait à la folie. À 4 heures, il était rentré pour attendre sa jeune maîtresse. Elle vint un peu en retard parce que son mari était arrivé pour 8 jours. Elle demanda: « Peux-tu venir dîner demain ? Il serait enchanté de te voir. »« Non, je dîne chez le patron. Nous avons un tas de combinaisons politiques et financières qui nous occupent. » Elle avait enlevé son chapeau. Elle ôtait maintenant son corsage qui la serrait trop. Il lui montra le sac sur la cheminée. « Je t'ai apporté des marrons glacés. » Elle battit des mains. « Oh, quelle chance, comme tu es mignon !» Elle le prit, en goûta un et déclara: « Oh, ils sont délicieux. Je sens que je n'en laisserai pas un seul. » Puis elle ajouta en regardant Georges avec une gaieté sensuelle: « Tu caresses donc tous mes vices ?» Elle mangeait lentement les marrons et jetait sans cesse un coup d'œil au fond du sac pour voir s'il en restait toujours.
Elle dit « Tiens, assieds-toi dans le fauteuil, je vais m'accroupir entre tes jambes pour grignoter mes bonbons. Je serai très bien. » Il sourit, s'assit et la prit entre ses cuisses ouvertes comme il tenait tout à l'heure Madame Walter. Elle levait la tête vers lui pour lui parler et disait la bouche pleine « Tu ne sais pas, mon chéri, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que nous faisions un grand voyage, tous les deux, sur un chameau. Il avait 2 bosses. Nous étions à cheval chacun sur une bosse, et nous traversions le désert. Nous avions emporté des sandwichs dans un papier et du vin dans une bouteille, et nous faisions la dînette sur nos bosses. Mais ça m'ennuyait parce que nous ne pouvions pas faire autre chose. Nous étions trop loin l'un de l'autre, et moi je voulais descendre. » Il répondit « Moi aussi je veux descendre. » Il riait, s'amusant de l'histoire. Il la poussait à dire des bêtises, à bavarder, à raconter tous ses enfantillages, toutes ces niaiseries tendres que débitent les amoureux. Ces gamineries qu'il trouvait gentilles dans la bouche de Madame de Marelle l'auraient exaspéré dans celle de Madame Walter. Clotilde l'appelait aussi « mon chéri, mon petit, mon chat ». Ces mots lui semblaient doux et caressants, dits par l'autre. Tout à l'heure, il l'irritait et l'écœurait. Car les paroles d'amour, qui sont toujours les mêmes, prennent le goût des lèvres dont elles sortent. Mais il pensait, tout en s'égayant de ses folies, aux 70 000 francs qu'il allait gagner. Et brusquement, il arrêta avec 2 petits coups de doigt sur la tête le verbiage de son ami. « Écoute, ma chatte, je vais te charger d'une commission pour ton mari. Dis-lui de ma part d'acheter demain pour 10 000 francs d'emprunt du Maroc, qui est à 72, et je lui promets qu'il aura gagné de 60 à 80 000 francs avant 3 mois. Recommande-lui le silence absolu. Dis-lui de ma part que l'expédition de Tanger est décidée et que l'État français va garantir la dette marocaine. Mais ne te coupe pas avec d'autres. C'est un secret d'État que je confie là. » Elle l'écoutait, sérieuse. Elle murmura « Oh, je te remercie, je préviendrai mon mari dès ce soir. Tu peux compter sur lui. Il ne parlera pas, c'est un homme très sûr, il n'y a aucun danger. » Mais elle avait mangé tous les marrons. Elle écrasa le sac entre ses mains et le jeta dans la cheminée. Puis elle dit « Allons nous coucher. » Et, sans se lever, elle commença à déboutonner le gilet de Georges. Tout à coup, elle s'arrêta, et tirant entre ses 2 doigts un long cheveu pris dans une boutonnière, elle se mit à rire. « Tiens, tu as emporté un cheveu de Madeleine. En voilà un mari fidèle. » Puis, redevenue sérieuse, elle examina longuement sur sa main l'imperceptible fil qu'elle avait trouvé et murmura « Ce n'est pas de Madeleine, il est brun. » Il sourit. « Il vient probablement de la femme de chambre. » Mais elle inspectait le gilet avec une attention de policier et elle cueillit un second cheveu enroulé autour d'un bouton. Puis elle en aperçut un 3e et, pâlie, tremblant un peu, elle s'écria « Oh, tu as couché avec une femme qui t'a mis des cheveux à tous tes boutons !» Il s'étonnait, il balbutiait « Mais non, tu es folle !» Soudain, il se rappela, comprit, se troubla d'abord, puis nia en ricanant, pas fâché au fond qu'elle le soupçonnât d'avoir des bonnes fortunes. Elle cherchait toujours et toujours, trouvait des cheveux qu'elle déroulait d'un mouvement rapide et jetait ensuite sur le tapis. Elle avait deviné, avec son instinct rusé de femme, et elle balbutiait, furieuse, rageante et prête à pleurer. Elle t'aime, celle-là, et elle a voulu te faire emporter quelque chose d'elle. Oh, que tu es traître ! Mais elle poussa un cri strident de joie nerveuse. Oh oh, c'est une vieille. Voilà un cheveu blanc. Ah oui, tu prends des vieilles femmes maintenant. Est-ce qu'elle te paie, dis? Est-ce qu'elle te paie? Ah, tu en es aux vieilles femmes. Alors tu n'as plus besoin de moi. Garde l'autre. Elle se leva, courut à son corsage jeté sur une chaise, et elle le remit rapidement. Il voulait la retenir, honteuse et balbutiant. « Mais non, Claude, tu es stupide. Je ne sais pas ce que c'est. Écoute, reste. Voyons, reste. » Elle répétait. « Garde ta vieille femme, garde-la. Fais-toi faire une bague avec ses cheveux blancs. Tu en as assez pour ça. » Avec des gestes brusques et prompts, elle s'était habillée, recoiffée et voilée. Et comme il voulait la saisir, elle lui lança à toute volée un soufflet par la figure. Pendant qu'il demeurait étourdi, elle ouvrit la porte et s'enfuit. Dès qu'il fut seul, une rage furieuse le saisit contre cette vieille rosse de mère Walter. Ah, il allait l'envoyer coucher celle-là, et durement. Il bassina avec de l'eau sa joue rouge,
Puis il sortit à son tour en méditant sa vengeance. Cette fois, il ne pardonnerait point. Ah, mais non! Il descendit jusqu'au boulevard et, flânant, s'arrêta devant la boutique d'un bijoutier pour regarder un chronomètre dont il avait envie depuis longtemps et qui valait 1800 francs. Il pensa tout à coup avec une secousse de joie au cœur. Si je gagne mes 70 000 francs, je pourrais me le payer. Et il se mit à rêver à toutes les choses qu'il ferait avec ses 70 000 francs. D'abord, il serait nommé député. Et puis il achèterait son chronomètre. Et puis il jouerait à la bourse. Et puis encore, et puis encore. Il ne voulait pas entrer au journal, préférant causer avec Madeleine avant de revoir Walter et d'écrire son article. Et il se mit en route pour revenir chez lui. Il atteignait la rue Drouot quand il s'arrêta net. Il avait oublié de prendre des nouvelles du comte de Vaudrec, qui demeurait chaussé d'Antin. Il revint donc flânant toujours, pensant à 1000 choses, dans une songerie heureuse, à des choses douces, à des choses bonnes, à la fortune prochaine et aussi à cette crapule de la Roche et à cette vieille teigne de patronne. Il ne s'inquiétait point, d'ailleurs, de la colère de Clotilde, sachant bien qu'elle pardonnait vite. Quand il demanda au concierge de la maison où demeurait le comte de Vaudrec, « Comment va, monsieur de Vaudrec ? On m'a appris qu'il était souffrant ces jours derniers. » L'homme répondit, « Monsieur le comte est très mal, monsieur. On croit qu'il ne passera pas la nuit. La goutte est remontée au cœur. » Duroy demeura tellement effaré qu'il ne savait plus ce qu'il devait faire. Vaudrec mourant ? Ces idées confuses passaient en lui comme nombreuses, troublantes, qu'il n'osait point s'avouer à lui-même. Il balbutia « Merci, je reviendrai », sans comprendre ce qu'il disait. Puis il sauta dans un fiacre et se fit conduire chez lui. Sa femme était rentrée. Il pénétra dans sa chambre, essoufflé, et lui annonça tout de suite. « Tu ne sais pas ? Vaudrec est mourant. » Elle était assise et lisait une lettre. Elle leva les yeux et 3 fois de suite répéta « Hein ? Tu dis ? Tu dis ? Tu dis ? » « Je te dis que Vaudrec est mourant d'une attaque de goutte remontée au cœur. » Puis il ajouta « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Elle s'était dressée, livide, les joues secouées d'un tremblement nerveux, puis elle se mit à pleurer affreusement en cachant sa figure dans ses mains. Elle demeurait debout, secouée par des sanglots, déchirée par le chagrin. Mais soudain elle dompta sa douleur, et, s'essuyant les yeux, « J'y vais, ne t'occupe pas de moi, je ne sais pas à quelle heure je reviendrai, ne m'attends point. » Il répondit « Très bien, va. » Ils se serrèrent la main, et elle partit si vite qu'elle oublia de prendre ses gants. Georges, ayant dîné seul, se mit à écrire son article. Il le fit exactement selon les intentions du ministre, laissant entendre aux lecteurs que l'expédition du Maroc n'aurait pas lieu. Puis il le porta au journal, causa quelques instants avec le patron et repartit en fumant, le cœur léger sans qu'il comprît pourquoi. Sa femme n'était pas rentrée. Il se coucha et s'endormit. Madeleine revint vers minuit. Georges, réveillé brusquement, s'était assis dans son lit. Il demanda « Eh bien ?» Il ne l'avait jamais vue si pâle et si émue. Elle murmura « Il est mort. »« Ah, et il ne t'a rien dit ?»« Rien. Il avait perdu connaissance quand je suis arrivée. » Georges songeait. Des questions lui venaient aux lèvres qu'il n'osait point faire. « Couche-toi, dit-il. » Elle se déshabilla rapidement, puis se glissa auprès de lui. Il reprit. Avait-il des parents à son lit de mort ? Rien qu'un neveu. Ah, le voyait-il souvent, ce neveu ? Jamais. Il ne s'était point rencontré depuis 10 ans. Avait-il d'autres parents ? Non, je ne crois pas. Alors, c'est ce neveu qui doit hériter. Je ne sais pas. Il était riche, Vaudrec ? Ah oui, très riche. Sais-tu ce qu'il avait à peu près ? Non, pas au juste. 1 ou 2 millions, peut-être. Il ne dit plus rien. Elle souffla la bougie. Et ils demeurèrent étendus côte à côte dans la nuit, silencieux, éveillés et songeants. Il n'avait plus envie de dormir. Il trouvait maigres maintenant les 70 000 francs promis par madame Walter. Soudain, il crut que Madeleine pleurait. Il demanda pour s'en assurer. « Dors-tu » ? Non. Elle avait la voix mouillée et tremblante. Il reprit. « J'ai oublié de te dire tantôt que ton ministre nous a fichus dedans. »« Comment ça ?» Et il lui conta tout au long, avec tous les détails, la combinaison préparée entre Laroche et Walter. Quand il eut fini, elle demanda « Comment sais-tu ça ?» Il répondit «
Tu me permettras de ne point te le dire. Tu as tes procédés d'information que je ne pénètre point, j'ai les miens que je désire garder. Je réponds en tout cas de l'exactitude de mes renseignements. » Alors elle murmura. « Ah oui, c'est possible. Je me doutais qu'il faisait quelque chose sans nous. » Mais Georges, que le sommeil ne gagnait pas, s'était rapproché de sa femme et, doucement, il lui baisa l'oreille. Elle le repoussa avec vivacité. « Je t'en prie, laisse-moi tranquille, n'est-ce pas ? Je ne suis point d'humeur à batifoler. » Il se retourna résigné vers le mur et, ayant fermé les yeux, il finit par s'endormir.